Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je veux vous souhaiter la bienvenue dans le cours de développement d'applications web et particulièrement à cette session qui sera donnée en mode asynchrone hybride. Alors, bienvenue à la session d'automne 2024. J'aimerais prendre un peu de temps dans cette capsule pour vous présenter le plan de cours, vous donner quelques informations sur le déroulement de la session et je dirais que l'objectif principal, c'est m'assurer que vous ayez tous les outils, toutes les informations pour bien réussir dans le cours à la session d'automne 2024. Okay, c'est peu commun qu'un cours est donné en mode asynchrone hybride. Alors, je crois que c'est important dès le début d'avoir tout ce qui est disponible, de savoir comment démarrer, okay, de ne pas attendre après quelques semaines pour commencer à s'intéresser au cours. Alors, c'est pour ça que cette capsule-là est créée. Donc, ici, vous voyez, j'ai les diapos pour aujourd'hui. On va regarder une première partie dans cette capsule et après ça, la portion un peu plus technique, je vais vous référer aux capsules existantes, mais je pense que ça vaut la peine de faire une capsule initiale qui est spécifique au mode hybride asynchrone. OK? Je l'ai déjà répété à quelques reprises. Ce n'est pas pour rien, c'est pour m'assurer là, vraiment que vous démarriez le plus tôt possible avec tout ce qui est nécessaire. Alors, je me présente. OK? Mon nom est Daniel Parpal. Je vais être le chargé de cours pour cette session-ci. Ça fait 8 ans que je suis chargé de cours au département des TI à HEC Montréal. J'ai débuté en 2016. J'ai donné un cours en remplacement de M. Gilbert Babin, qui était en année sabbatique. C'était le cours de développement d'applications d'affaires qui se donnait au bac. Et depuis 2018, je donne le cours de développement d'applications web que j'ai monté de toutes pièces avec l'aide de M. Jean Talbot, M. Babin aussi, d'autres personnes. Et depuis ce temps-là, je le donne. D'habitude, c'est donné automne, hiver et été. Depuis l'année passée, on a fait des ajustements. On ne l'a pas donné à l'été parce que la demande était un peu moins forte à l'été, mais sinon, ça fait comme, je dirais peut-être 20 charges de cours que je donne. Alors, je connais bien le cours. C'est pour ça que je vous donne tout le contexte. Sinon, dans ma vie de tous les jours, je suis développeur senior chez Shopify. Si jamais il y en a qui ne connaissent pas Shopify, c'est une plateforme de commerce électronique. Alors, mon rôle, c'est d'écrire du code, autant front-end que back-end. Le front-end, c'est en JavaScript ou TypeScript, si jamais il y en a qui ont déjà entendu ça. Et on utilise la librairie Preact, qui est une variante de React. Et pour le back-end, le langage le plus commun chez Shopify, c'est Ruby. Et on utilise la plateforme Rails. Donc ça, c'est mon background en 2 minutes. Si jamais vous avez plus de questions, ça me fera plaisir de les répondre, mais je ne vais pas rendre cette capsule à propos de moi. Je pense que ce qui vous intéresse un peu plus, c'est savoir comment me rejoindre au besoin. Vous pouvez utiliser l'adresse courriel daniel.parpal@hec.ca. Je réponds d'habitude très rapidement. J'ai mis ici à l'intérieur des 48 heures, mais la réalité, c'est que si vous m'écrivez au courant de la journée, dans la semaine, vous allez avoir une réponse avant la fin de la journée. Et je vais porter une attention particulière cette session-ci parce que je ne veux pas, comme je disais, là, créer un décalage ou créer un certain ralentissement, surtout pas si c'est à cause de moi. Donc, je vais vous donner tout ce qui est nécessaire pour que vous réussissiez pendant cette session-ci. OK, donc sinon, il n'y a pas d'autre chose de très, très intéressant sur cette diapo. Ben, j'ai étudié à HEC, j'ai fait mon MBA ici en 2000, ici, à HEC en 2012-2013, sinon, c'est pas mal ça qui est ça. OK? Parlons un peu du plan de cours et après ça, on va parler des séances, des ateliers, comment ça va être organisé. Okay? Alors, le plan de cours, le but de ce cours, qui est un cours technologique, c'est de faire une introduction aux principales technologies qui permettent de créer des applications de commerce électronique. Et ici, on dit des applications de commerce électronique, mais en réalité, ça serait n'importe quelle application web. Donc, on va parler des technologies web. Et on va voir que ça prend plusieurs langages qui communiquent entre eux, qui ont des interactions, comme le HTML, le CSS, le JavaScript. Ça, c'est pour le côté client qu'on appelle le front-end. On aura un côté serveur qu'on va présenter avec PHP dans le cadre du cours, mais qui pourrait être écrit en Ruby, pourrait être écrit en Python, en C++, il y aurait plein d'autres options. Et on va parler un petit peu de base de données aussi plus tard dans la session. Ça, c'est du SQL, le langage qu'on va utiliser, et la technologie, c'est MySQL. Okay? Mais il y a d'autres technologies qui sont basées sur le langage SQL. Donc, c'est un cours qui va faire l'introduction de ces technologies-là et qui va vous permettre
de développer une certaine compréhension des fondations de la programmation d'applications web. Au travers de tout ça, ça va aussi vous donner la chance d'explorer, d'être curieux, de lire, d'apprendre plusieurs choses par rapport au développement d'applications web et aussi de vous donner une certaine sensibilité par rapport à la difficulté d'écrire du code. Je pense que pour la plupart des gens qui n'ont jamais écrit de code, ça peut paraître très, très simple, que vous voyez un bouton dans un formulaire et là, vous pensez que le bouton est un peu magique. Puis on a juste besoin de drag and drop un bouton et là, tout fonctionne magiquement. Mais grâce à un cours comme celui-ci, vous allez développer une certaine sensibilité par rapport aux difficultés d'écrire du code. Parfait, on continue. Un de mes objectifs personnels dans ce cours-ci, c'est de vous faire apprécier la programmation. J'ai essayé de traduire ça avec un petit graphique. Ici à gauche, on a au cours 1. Et quand je dis cours, je n'ai pas changé toutes les diapos. Quand je dis cours, on peut penser à la semaine du cours 1, parce qu'il n'y aura pas vraiment de cours en présentiel, de cours synchrone. Alors, quand je dis au cours 1, c'est à la semaine du cours 1. J'imagine que la plupart d'entre vous, vous êtes soit assez neutre par rapport à la programmation ou même vous avez possiblement des préconceptions un peu négatives. Que ce soit d'expériences antérieures ou que ce soit des gens qui ont fait le cours qui vous ont dit « Ah, c'est compliqué le code », peu importe la raison, j'imagine qu'il y en a qui ont une perception un peu négative ou qui sont neutres. Mon but, c'est de faire décaler ce graphique-là vers la droite où l'axe des X, c'est l'enthousiasme, l'intérêt pour la programmation. Okay, c'est arrivé dans le passé qu'il y a même des étudiants et étudiantes qui se trouvent une passion. Il y en a qui ont été faire un bootcamp. Il y a même un étudiant dans le passé qui a été à UBC, l'Université de la Colombie-Britannique, pour faire un deuxième bac en informatique. Ça, c'est des exceptions, bien sûr, mais je suis toujours très heureux d'entendre que des gens qui ne seront pas programmeurs plus tard ont eu du plaisir à assister aux cours, à écouter les capsules, à écrire du code. Et même, il y en a qui m'écrivent après l'examen et qui disent hey, c'est super le fun de faire l'examen, je me suis dépassé, j'ai appris plein de choses. Donc ça me fait très, très plaisir. C'est un objectif personnel, même après 8 ans. Comme je dis, c'est ma deuxième paye de voir des commentaires positifs et de voir que les gens aiment la programmation. Parlons des évaluations un petit peu. Malheureusement, vous n'avez pas le choix de faire des évaluations. Si c'était juste de moi, il n'y aurait même pas besoin d'évaluation. Tout le monde viendrait, tout le monde aimerait ça. Mais parlons-en un petit peu. Il y aura 3 travaux pratiques pour un total de 40% qui seront à remettre. Ce sont des travaux individuels et je vais être très explicite pendant la session sur le moment où le travail pratique est disponible et le moment où le travail pratique doit être remis. Et tout ça, ça va se faire au travers de zones cours dans l'espace de remise de travaux. Les travaux pratiques vont correspondre aux 3 blocs dont je vais parler dans un instant. Okay? Mais là, je vais un petit peu à l'avance. Okay, on va parler tout à l'heure des 3 blocs. Bloc 1, introduction au web. Bloc 2, programmation en langage client qui est le JavaScript. Bloc 3 qui est le back-end. Okay, donc ça, on en reparle tantôt. Il y aura 3 travaux pratiques et chacun des travaux pratiques sera pour chacun des blocs. Le premier vaut 10%, le deuxième 15% et le troisième 15%. Ce sont des travaux qui assurent le travail en continu. Ce ne sont pas des travaux très difficiles. Le TP2 est un peu plus difficile, mais il reste que c'est assez simple de réaliser ces travaux-là. Vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle, donc vous pouvez tout à fait utiliser ChatGPT et les variantes si vous le souhaitez pour les travaux pratiques. Assurez-vous de bien comprendre ce que vous faites, de ne pas remettre un travail qui n'utilise pas du tout ce qu'on a vu en classe, mais vous pouvez poser des questions à ChatGPT. Donc ça, c'est pour 40%. Et là, étant donné que vous n'êtes pas devant moi, ce n'est pas un cours en présentiel, c'est difficile de vous demander si vous avez des questions. Donc, si vous avez des questions à n'importe quelle étape quand je présente les diapos, s'il vous plaît, prenez ces questions-là en note au cas où que je n'y réponde pas d'ici la fin de la présentation. Et vous avez la chance dans les ateliers ou encore par courriel de me poser toutes les questions. Et toutes les questions qui me sont posées, si elles sont pertinentes pour l'ensemble du groupe, je vais partager la réponse avec l'ensemble du groupe. Donc, c'était les travaux pratiques. Maintenant, le projet de session. Ça viendra un peu plus tard dans la deuxième moitié de la session. Okay? Ça va être un travail de 30% où je vous demande
de répliquer une certaine portion d'une application de commerce électronique. Et cette portion-là est très petite, là. Je ne vais pas dire développer le panier d'Aritzia. Je vais dire développer plutôt comme deux, trois boutons avec un champ et un titre. Donc, c'est une petite section, ça se veut minimaliste, mais c'est une belle manière d'intégrer tous les concepts des blocs 1 et 2, donc tout ce qui est le langage client, le front-end. Ça permet d'intégrer ça dans un contexte réaliste, qui est un peu plus intéressant que les contextes académiques pour, disons, les travaux pratiques. C'est un travail qui est à faire idéalement en équipe de deux. Je suis conscient que c'est plus difficile de rencontrer des gens dans un mode hybride asynchrone. Donc, vous pouvez faire le travail seul si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi le faire à trois. Donc, je vais permettre 2, qui est idéal. Je vais permettre 1 et 3 aussi. Ça arrivera au cours 8 et vous aurez 4 semaines pour réaliser le travail. On aura la chance de voir ça venir. Je ne vais pas vraiment donner le projet de session à l'avance parce que ça ne donne rien de vous le donner tout de suite tant que vous n'avez pas construit les connaissances. Ça, c'est le projet de session. Et finalement, il y a un examen final. La date est déjà connue, si je ne me trompe pas. Ah, j'ai perdu ma session, ce ne sera pas long. Donnez-moi un instant, je reviens. OK, excellent. Donc, des fois, je vais mettre la vidéo sur pause pour ouvrir une ressource. On voit que l'examen final sera le 8 décembre. La salle n'est pas encore disponible. OK, donc, pour l'examen final, vous aurez à écrire du code. Okay, donc, ce seront des exercices pratiques. Il n'y aura pas de questions théoriques. Des questions, je vous demande d'expliquer des concepts avec des paragraphes et des mots. Ça va être un examen de code. Vous allez écrire du code, mais vous allez l'écrire papier-crayon. Et je sais que ça peut paraître bizarre, surtout que vous n'êtes sûrement pas habitué avec ce type d'examen-là. C'est pourtant très commun que la plupart des cours de programmation que j'ai fait dans ma vie, les examens étaient papier-crayon. Avant, à HEC, dans les premières années où je donnais le cours, on donnait l'examen sur un ordinateur avec toute documentation permise et ça fonctionnait très, très bien jusqu'à temps que ChatGPT arrive. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont commencé à copier-coller les questions dans ChatGPT, obtenir des morceaux de code, et là, ça devenait très, très difficile de savoir qu'est-ce qui avait été fait par les gens versus ChatGPT. Et depuis environ 1 an, l'examen est donné papier-crayon. Comme je dis, il n'y a rien d'anormal à faire un examen de code papier-crayon. Ça peut être un petit peu intimidant, mais vous allez avoir droit aussi à 2 feuilles recto verso 8,5 par 11 où vous pourrez écrire les différents concepts. Comment écrire une boucle, comment écrire une condition, le HTML, les règles CSS. Vous pourrez prendre 2 pages recto verso, 2 feuilles recto verso de notes. Ça aussi, on aura la chance d'en reparler. Vos questions sont les bienvenues. Je pourrais vous donner des détails un peu plus tard dans la session, qui est comment orienter votre étude, des choses comme ça. Ça ne sera pas long. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Je vous reviens. Parfait. Continuons. On va parler maintenant d'une certaine mention importante pour les évaluations. OK, quand on débute la programmation, on peut avoir l'impression que tout ce qui est important en programmation, c'est que le code fonctionne. Donc, si le code fonctionne, c'est 100%. Si le code ne fonctionne pas, c'est 0%. Ce n'est pas tout à fait juste. Il y a des meilleures pratiques en programmation qui rendent le code lisible, qui le rendent plus facile à maintenir, qui rendent la collaboration plus facile aussi si on est plusieurs à travailler parce qu'il y a des conventions qu'on va utiliser. Alors, je vous le dis tout de suite, ne voyez pas le code comme étant soit 0% ou 100%. Gardez en tête toutes les meilleures pratiques qu'on va présenter pendant la session. Que ce soit l'indentation du code, qui est l'espacement horizontal, que ce soit la manière de nommer les variables pour que ça soit explicite, et l'utilisation des 2 points en JavaScript. On verra plusieurs éléments qui sont des meilleures pratiques et vous devrez les utiliser pendant les évaluations. Parlons maintenant des 3 blocs et des séances qui s'y rattachent. Le premier bloc, c'est une introduction au monde du web et on va parler du HTML et du CSS. Et c'est tout à fait normal si ça ne vous dit rien. Que ce cours-ci
à part de savoir utiliser un ordinateur, ok, le cours n'a pas de prérequis technologiques. Vous n'avez pas besoin d'avoir déjà programmé et les gens qui ont des A, des A+, ou des très bonnes notes en général, ce ne sont généralement pas des gens qui ont programmé. Il y a des personnes qui arrivent dans le cours qui disent, moi, je suis en retard par rapport aux autres, j'ai jamais programmé. La réalité, c'est qu'il y a peut-être une personne dans tout le groupe qui aura déjà écrit un petit peu d'HTML ou un peu de Python. Quand on est en personne, que je pose la question, et c'est toujours intéressant de voir que oui, il y a une personne ou deux personnes qui ont un petit peu codé, mais il n'y a pas de corrélation entre le fait d'avoir déjà un peu codé et d'avoir une excellente note. Et donc, je fais la parenthèse, mais ça pour revenir ici. HTML et CSS, c'est correct si vous n'avez jamais entendu ça. Le HTML, c'est le langage qui permet de définir la structure et les éléments de notre page. On dit que c'est un langage de balisage ou un langage balisé. On verra pourquoi. Et le CSS, c'est le langage qui permet de donner le style, l'apparence à nos éléments. Okay, alors, on peut voir qu'ils vont travailler ensemble. Le HTML, à titre d'exemple, va dire, OK, ici j'ai une table, ou ici j'ai un paragraphe, ou ici j'ai un titre. Et le CSS va donner le style. OK, je veux que mon titre ait tel type de police, ou telle taille de police, ou telle couleur d'arrière-plan, ou tel espacement avec les autres éléments. Okay, donc, HTML définit la structure et les éléments de la page. CSS définit l'apparence de la page. Ensuite, au bloc 2, on va voir comment on peut rendre nos éléments et notre page interactifs. Okay, par interactif, on veut dire, si je clique ici, quelque chose apparaît. Si je passe ma souris, quelque chose disparaît. Donc, l'interactivité des éléments et entre les éléments aussi. Et pour ça, on va avoir besoin d'un troisième langage qui est le JavaScript. Okay, il n'y a pas moyen de dire, ah, moi, j'ai pas le goût d'apprendre le JavaScript, je vais faire mon interactivité en CSS. Ça se peut pas. Ça nous prend un troisième langage. Chaque langage a son rôle. Et on va prendre 5 cours. Je dirais que ça, c'est le cœur du cours. Et c'est la portion un peu plus difficile de la session. C'est le bloc 2 et c'est à propos du JavaScript. Vous voyez ici jQuery. jQuery, c'est une petite librairie JavaScript qui rend la manipulation du DOM, on verra c'est quoi le DOM plus tard, okay, mais des éléments, rend la manipulation des éléments plus facile. Okay. Donc, jQuery, mais il reste que c'est du JavaScript et on reparlera de tout ça au bloc 2. La semaine de congé, okay, pour vous donner un peu une idée, tombe généralement entre les cours 7 et 8. Pour vous, il n'y aura pas vraiment d'impact dans le sens où si vous souhaitez prendre de l'avance ou si vous avez pris du retard ou peu importe, ça sera un peu différent car il n'y a jamais de séance en présentiel. Mais sachez qu'en général, entre les cours 7 et 8, il y a 1 ou 2 semaines sans cours, ce qui vous donne la chance de valider toute votre matière, de prendre le temps de consolider les acquis. Okay. Donc, au cours 9, on fait l'intégration du bloc 2. Et là, moi, je vais faire un exercice que vous aurez la chance de visionner sur YouTube dans votre cas. Et là, je vous montre okay, comment est-ce qu'on peut intégrer la majorité ou je dirais, plusieurs concepts qu'on aura présentés au bloc 2. OK. Ensuite, au bloc 3, on passe du côté serveur, qu'on appelle le back-end en anglais. Oups, je pense que j'ai pas utilisé la bonne touche de raccourci pour agrandir les diapos. Parfait. Là, on va présenter le PHP, okay, qui est un des multiples choix pour le langage back-end. On aurait pu prendre le Python, on aurait pu prendre Ruby ou autre chose. C'est un des langages les plus communs sur le web. Et on parlera aussi des bases de données à haut niveau, que vous n'aurez pas à écrire de SQL vous-même, mais on verra comment utiliser les bases de données dans un contexte web. Et ça va passer relativement rapidement. Juste 3 cours là-dessus. On pourrait faire une session en entier sur le back-end. On pourrait faire même 2 sessions sur le back-end. Mais il faut faire un certain choix. Okay, donc, on a bloc 1, 4 cours, bloc 2, 5 cours, bloc 3, 3 cours. J'aimerais ça pouvoir vous demander si vous avez des questions, mais malheureusement, je dois continuer et n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit. Okay. Pour les ressources, le matériel, il y a un livre PDF qui est, je dis obligatoire, mais c'est gratuit. Donc, c'est pas comme si vous aviez à faire un choix entre l'acheter ou ne pas l'acheter. Si je vais sur
zone cours, dans l'espace du matériel pédagogique, vous allez trouver le lien vers le livre ici. Okay, donc, vous pouvez vous référer à cette section-ci ou vous pouvez sûrement, juste avec Google, écrire Missing Link, Introduction to Web Development and Programming. À vous de voir. Mais ça va être le livre qui va être utilisé principalement pour les 4 premières séances, donc HTML et CSS, ce qui forme le bloc 1. Ensuite, pour les cours 5 à 9, où on va parler du JavaScript, ce qui est le bloc 2, je vais vous donner surtout des liens vers MDN. Okay, je le mets en surbrillance ici. Modia Developer Network. C'est la référence quand vient le temps de lire sur JavaScript. Et j'aurais même rendu pour HTML et CSS, j'ai partagé des ressources. C'est extrêmement bien fait. La plupart des devs que je connais utilisent MDN pour le front-end. Okay? Et quand on va tomber dans le bloc 3, PHP et MySQL, je vais vous partager des articles de PHP ou encore des lectures pour MySQL. Donc, tout sera gratuit, tout sera en ligne. Il y a du code qui va être partagé sur GitHub. Je vais vous en parler dans un instant. C'est quoi GitHub? Il y aura des capsules vidéo. Tout se fait très, très bien en ligne. Les livres de référence sont totalement optionnels. Je pense qu'il y a une personne en plusieurs années qui les a achetés par plaisir, parce que la personne avait un intérêt pour la programmation. Sinon, ce n'est pas nécessaire. OK, on a parlé des ressources. Maintenant, les ressources pour se pratiquer. Je vais vous fournir des exercices qui vous permettent de consolider ce qu'on voit en cours, là, en capsule vidéo, j'aimerais dire. Et il y a 2 types d'exercices. Il y a les exercices après séance qui sont plus granulaires. Ils permettent de pratiquer les concepts d'un cours spécifique. Exemple, après le cours 4, je donne des exercices qui ciblent le cours 4. Donc ça, ce sont les exercices après séance. Et il y aura des exercices intégrateurs pour les blocs 2 et 3. Et ce sont des exercices qui permettent de consolider, d'intégrer tous les acquis d'un certain bloc. Donc ça viendra plus tard dans la session, mais ce sont des exercices un peu plus proches de la réalité. Okay? Dans la réalité, on écrit du code HTML, CSS, JavaScript qui fonctionnent ensemble. On ne va pas écrire juste du CSS ou juste du HTML en isolation. Mais ça viendra un peu plus tard. Je vais juste vous donner une idée de ce qui va être disponible pour vous pratiquer. OK, j'appuie sur pause. Je vous reviens dans un instant. On va parler des aspects logistiques. C'est spécifique à un cours de programmation. Donc, assurez-vous d'être bien disposé quand vous allez écouter cette partie-là. C'est très important. C'est quelque chose, comme je dis, là, qui est vraiment différent d'un cours typique à HEC, comme un cours de strat, un cours de marketing, de finance. Donc, assurez-vous d'être disposé quand vous écoutez cette section-là. Parfait, allons-y. Donc, premier aspect logistique qui est très, très spécifique à la session automne 2024, ce sont les ateliers et le mode hybride asynchrone. Je ne vais jamais donner de séance de cours. Toute la matière, toute la théorie sera disponible sur la chaîne YouTube dont je vais parler dans un instant. Okay? Il y aura 4 ateliers. Ces ateliers-là sont facultatifs, mais je vous encourage fortement à vous présenter, surtout, je dirais au premier, ou surtout si vous avez des questions. Okay? Si vous avez tout fait la matière, tout est très simple pour vous, ou si vous ne souhaitez pas vous déplacer, c'est correct aussi, le cours est fait pour ça, mais je vous encourage sinon à venir aux ateliers. Qu'est-ce qu'on va faire dans ces ateliers-là? Ben, moi, je vais prendre les questions. Je vais être là pour répondre à vos questions. Et s'il y a des questions qui sont plus de nature code, exemple, okay, j'ai essayé de faire tel exercice, je suis bloqué, bien là, moi, je vais pouvoir prendre mon ordinateur, effectuer la solution en temps réel, la présenter aux étudiantes et étudiants qui sont là et prendre des questions de suivi. Et donc, si en exécutant, en écrivant le code, il y a des gens qui disent « Ah, mais pourquoi est-ce que tu as écrit ça ici? Pourquoi tu n'as pas écrit ça? » Bien là, je pourrais prendre ces questions-là. Mais à la base, je vais être là pour vous aider, pour répondre à vos questions. Il n'y aura pas d'exposé magistral qui va se donner. Maintenant, pendant les ateliers, s'il y a des questions de nature logistique qui sont posées,
comment est-ce qu'on fait pour se préparer à l'examen ou comment est-ce que, je ne sais pas, pour quel moment le TP2 doit être remis. Je vais m'assurer de vous transmettre ces informations logistiques-là par une annonce zone cours. Donc, tout ce qui est plus logistique, ça, je vais le partager avec l'ensemble du groupe après pour m'assurer que tout le monde a les mêmes informations. Maintenant, tout ce qui est des questions plus de code, des explications, des choses comme ça sera uniquement disponible pour les gens qui ont été présents à l'atelier. Okay? C'est comme si on faisait, j'avais ça au baccalauréat, c'est comme si on faisait un atelier avec un TA, là, un stagiaire d'enseignement, et la personne est là, disponible pour nous pendant 2, 3 heures pour répondre à nos questions. Bon, ben, ce matériel-là n'est pas republié après ça d'une autre façon. Alors, si vous avez des questions, c'est la meilleure façon selon moi, surtout si elles sont complexes. Et je vais être là 4 vendredis, de 6 heures à 9 heures. Je dis de 6 heures à 9 heures, la réalité, là, pour être précis, c'est que je vais être là à 6 heures et je vais rester jusqu'à temps qu'il n'y ait plus personne. Si à 7h45, tout le monde est heureux, tout le monde rentre chez soi, pas d'autres questions, ben à 7h45, je vais m'en aller. Donc, je vais être là à 6 heures et je vais demeurer jusqu'à temps qu'il n'y ait plus personne. Et vous avez les dates ici, le 30 août, le 20 septembre, le 8 novembre et le 29 novembre. Donc ça, c'est le premier aspect logistique, très, très important. Écrivez-moi s'il y a des questions. Maintenant, on va continuer avec d'autres aspects logistiques. La chaîne YouTube Sublime Text 3, maintenant c'est rendu Sublime Text 4, mais c'est pratiquement la même chose. C'est notre éditeur de code. On va parler de GitHub et on va parler de MEMP et d'Exam. Et je n'aurai pas la chance d'aller dans un grand niveau de détail pour chacun des aspects logistiques, mais je vais vous montrer comment aller dans ce détail-là. Okay, j'ai déjà créé pour vous des capsules vidéo qui vous expliquent comment utiliser chacun de ces outils-là. Okay, donc là, je vous fais un aperçu plus à haut niveau. Pourquoi est-ce qu'on utilise une chaîne YouTube? Pourquoi on utilise Sublime Text, GitHub, MemXam? Et après ça, vous pourrez par vous-même continuer l'étude de ces outils-là avec les capsules spécifiques. Débutons avec la chaîne YouTube. Il y a un lien ici vers la chaîne YouTube, OK? Et il y a aussi un lien, si vous allez sur Zone Cours, ici, dans le matériel pédagogique, lien vers la chaîne YouTube du cours. Alors, je donne un peu de contexte historique. À l'époque, il y a plusieurs années, ça sonne comme si c'était très lointain, mais c'est en 2018-2019, il y avait un outil intégré à Zone Cours qui s'appelait Tegrity et ça permettait d'enregistrer des petites capsules vidéo. Pour le cours de programmation, les capsules Tegrity, qui étaient les capsules vidéo, étaient un des aspects les plus appréciés des étudiants parce que ça leur permettait d'aller revisiter des concepts. Et ce que je faisais avec Tegrity à l'époque, c'était seulement d'enregistrer des capsules spécifiques. Exemple, ça semble pas avoir été bien compris, telle matière, donc la condition n'a pas bien été comprise. Je vais vous faire une petite capsule pour vous réexpliquer la condition. Et là, les gens allaient écouter la capsule. Ils pouvaient l'écouter plusieurs fois à leur rythme chez eux. Ils appréciaient ça. À force d'avoir une rétroaction très positive et aussi due à la COVID, j'ai décidé d'enregistrer tout le matériel pédagogique, toute la théorie du cours sur une chaîne YouTube. Et ça a débuté à l'été 2020 et le travail s'est continué, si je me souviens bien, jusqu'à l'été 2021. Donc, pendant un an, j'ai accumulé les capsules et je les ai compilées sur une chaîne YouTube. Je les ai aussi regroupées par liste de lecture. Donc, vous voyez ici liste de lecture du cours 2, cours 3, 4, 5, 6, etc. Il y en a des fois qui tombent en désordre parce que quand j'ajoute une capsule ou quand je modifie l'ordre, ça fait en sorte qu'ici, disons, le cours 9 vient après le cours 12. Vous pouvez sûrement les trier, ouais, ici, A à Z. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, on a les 12 cours en entier. Si j'ouvre une liste de lecture au hasard, vous voyez que le cours est décortiqué. Ce n'est pas 3 heures d'un bloc, c'est plutôt des petites sections, généralement entre 20 et 30 minutes, des fois un peu moins, des fois un peu plus. Et ici, on a les sélecteurs 2.1, fichier CSS externe 2.2, modèle de la boîte, etc. Donc, pour chacun des cours, vous avez toute la théorie
avec les exercices aussi. Donc, dans un bloc donné, comme le bloc, disons, sur les sélecteurs, je débute avec de la théorie et vous avez un exercice. Et là, moi, je fais la solution de l'exercice dans la capsule. Il y a toujours théorie pratique, à part quelques exceptions où c'est juste la théorie ou quelques exceptions où c'est juste un exercice, mais en général, il y a les deux. Alors, je commence avec la théorie, il y a l'exercice, et là, je solutionne l'exercice dans la capsule. Et j'ai fait ça pendant, comme je disais, environ un an. Et à la fin de cette année-là, j'ai commencé à avoir des commentaires dans les évaluations qui me disaient pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas une version à distance où c'est possible de ne jamais se présenter au cours. Ça serait vraiment intéressant, c'est de la programmation, on est en 2021, ça devrait être possible. Et là, on a étudié cette possibilité-là et nous y sommes maintenant en 2024. C'est la première fois qu'on donne le cours en mode hybride asynchrone avec tout le matériel qui est disponible pour vous. Donc, c'est la chaîne YouTube ici. Vous allez trouver les 12 cours, comme j'ai dit. Je vous encourage à les faire selon l'ordre, bien évidemment, mais aussi selon le calendrier de la session. Donc, essayez le plus possible de respecter. À la semaine 1, je fais le cours 1, semaine 2, cours 2. Et ne prenez pas de retard, dans l'espoir de tout reprendre, disons, à la semaine 8. Et c'est impossible. La programmation, c'est comme se préparer pour un marathon ou c'est comme apprendre une nouvelle langue. On ne peut pas tout faire ça à la dernière minute. C'est un processus qui prend du temps pour que notre cerveau fasse les connexions, comprenne qu'est-ce qui se passe, on fasse des erreurs, on comprenne de nos erreurs. Donc, on ne peut pas rusher ça, on ne peut pas faire comme avec du par cœur, tout mettre ça dans notre tête et espérer que ça fonctionne. Donc, allez-y une semaine à la fois. Maintenant, vous allez voir qu'il y a aussi deux autres listes de lectures qui sont importantes. Les aspects logistiques avec Mac et les aspects logistiques avec PC. Okay. Ici, like videos puis watch later. Je ne sais pas pourquoi YouTube génère ça automatiquement, mais on n'en a pas besoin. Si je vais voir les aspects logistiques PC et les aspects logistiques Mac, on va voir que j'ai 5 capsules ici et j'ai 5 capsules ici. Donc, c'est exactement la même chose. Et dans ces capsules-là, je donne les détails qui vous permettent de vous servir des outils logistiques. Exemple, je vous explique comment Sublime Text fonctionne, du moins dans le cadre du cours. Je vous montre comment utiliser GitHub, comment utiliser XAMPP. Et pour Mac, même chose, Sublime, GitHub et MAMP. Okay, je reparle des outils à haut niveau là, dans un instant, donc je vous reparle de Sublime, GitHub et MAMP XAMPP. Ce que je vais vous montrer, il y a des listes de lectures qui sont là pour vous aider. Et selon mon expérience, une fois que vous avez terminé la séance 1, la chose la plus importante à faire, c'est de démarrer l'étude des aspects logistiques. Vous familiariser avec GitHub, avec Sublime Text et avec soit MAMP sur Mac ou XAMPP sur PC. Donc, gardez ces listes de lecture-là proches, surtout en début de session. Des fois, il y a des gens qui viennent me voir à la séance 8, à la séance 10 et qui me disaient, je ne sais toujours pas comment utiliser Sublime ou comment utiliser GitHub. Mais là, je leur dis, est-ce que vous avez écouté les capsules sur les aspects logistiques? Et ils me disent, je ne sais pas de quoi tu parles. Donc, assurez-vous de ne pas être cette personne-là qui passe à côté complètement et qui arrive en deuxième moitié de session qui n'a rien écouté encore. Donc, je redis après la séance 1, selon moi, ce qui est le plus prioritaire, c'est de prendre la bonne liste de lecture, soit PC, soit Mac, et écouter les capsules, vous pratiquer, devenir familier, confortable avec ces aspects-là. Petite dernière information, pour chacun des cours, à part le premier cours, vous allez voir une capsule de préparation. Okay, donc, vous avez la matière du cours là, qui débute toujours par 2 points quelque chose. Ici, on a 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. Et on a la capsule de préparation qui vient juste avant. Okay, peu importe le cours. Je vais voir le cours 3, le cours 5. Le but de cette capsule-là, c'est quelque chose qui a été ajouté après quelques années. Le but, c'est de vous aider à vous préparer. Parce que j'ai beau partager des articles avec vous, et ces articles-là sont supposément destinés pour des gens qui n'ont jamais programmé, mais il reste très, très difficile de s'introduire soi-même à la programmation. Des fois, on lit un article, et si on n'a jamais programmé, on se dit,
OK, mais j'ai pas les connaissances requises pour lire cet article-là. Et là, on se dit, mais c'est quoi l'article qui me permettrait de me préparer à la lecture de cet article-là? Il n'y en a pas. C'est comme si le matériel d'introduction était déjà une marche trop élevée. Dans les capsules de préparation, je vous guide dans la lecture, dans la préparation de vos séances. Donc, selon mon expérience et selon la rétroaction qui m'a été donnée, la meilleure chose à faire pour vous préparer au matériel d'une séance, donc avant de faire 2.1, 2.2, etc., c'est d'écouter la capsule de préparation en ayant à côté de nous les ressources qui sont associées. Donc, je vous partage les ressources avant séance pour chacun des cours. Ici, je suis au cours 5, ici, je suis au cours 6. Donc, exemple, les boucles dans le code. Je pourrais ouvrir mon article, les boucles dans le code. Et là, après ça, aller chercher ma capsule de préparation. Et dans la capsule, ça se peut que je vous dise, OK, prends tel morceau, copie-le dans Sublime. Voici, fais ça ici, exécute ton code, reviens en arrière, change ça. Donc, je vous guide là-dedans. OK? Sinon, ça peut être assez aride, comme je disais, de lire l'article. Et là, ils assument qu'on va comprendre ce code-là, mais la réalité, c'est que c'est comme déjà une marche trop élevée. Donc, voilà, c'était la chaîne YouTube. Si je fais un petit récapitulatif, vous avez toute la matière théorique avec toutes les solutions aux exercices que je fais pendant les séances pour les 12 cours. Pour chacun des cours, vous avez aussi une capsule de préparation à part pour le premier cours. Et vous avez deux listes très importantes aussi, une sur les aspects logistiques Mac, une sur les aspects logistiques PC. Donc, mettez en favori la chaîne YouTube du cours. Ça va être ça votre cours pour la session d'automne 2024. OK, je continue. On a fait ceci. Je vais agrandir. OK, deuxième aspect logistique ou troisième, parce que le premier c'était les ateliers, deuxième c'était la chaîne YouTube. On va parler de Sublime, Sublime Text 3, qui est maintenant rendu Sublime Text 4, mais ça ne change absolument rien. Ça sera l'éditeur de code dans lequel vous allez travailler. Okay? Vous allez passer votre temps à écrire et éditer du code dans Sublime. Et je vous montre de quoi ça a l'air. Si j'ouvre un petit peu de code, ça a l'air de ceci. Okay? Si j'ouvre un fichier CSS, okay? Donc c'est vraiment une place où vous allez écrire du code. Pourquoi prendre Sublime et non pas Microsoft Word? Ben parce que c'est fait pour ça. Okay? Microsoft Word, c'est fait pour écrire du texte. Sublime, c'est fait pour écrire du code. Alors, on voit qu'il y a des couleurs spéciales qui nous aident à voir, OK, ça, c'est une valeur pour ma propriété qui est en blanc. J'ai mon sélecteur ici. Donc, il y a des indications visuelles. Il va y avoir des suggestions que l'éditeur de code fait. Donc, c'est vraiment plus approprié que de prendre Microsoft Word ou de prendre Notepad ou autre chose. Vous pourriez tout à fait prendre Visual Studio Code. Pour être honnête, si j'avais à tout réenregistrer les capsules vidéo, sûrement que je prendrais VS Code. C'est juste qu'à l'époque, je me servais plus de Sublime. Maintenant, je me sers beaucoup plus de VS Code et j'ai pas le goût de tout réenregistrer. Si vous préférez prendre VS Code, il n'y a aucun problème. Ça va faire la même chose que Sublime Text. La seule chose que je vous dirais, c'est que les capsules vidéo sont faites avec Sublime. Alors, si l'interface, pour vous, ça vous mélange de voir une interface différente dans les capsules que ce que vous utilisez, allez-y pour Sublime. Vous allez trouver le lien dans le matériel pédagogique Sublime Text 3. Okay? Si jamais vous préférez Sublime Text 4, c'est identique. Identique dans le sens où, pour ce qu'on en fait dans le cadre du cours, ça va très, très bien fonctionner aussi. Maintenant, je n'ai pas plus de temps pendant cette capsule-ci pour vous expliquer comment vous servir de Sublime, comment importer vos fichiers de code et tout ça, mais vous savez où aller pour ça. Si vous êtes sur Mac, vous allez dans la liste de lecture, vous écoutez ici les capsules sur Sublime, et si vous êtes sur PC, vous allez dans la liste pour PC, vous écoutez les capsules aussi. Donc, aussi simple que ça. Bien évidemment, je suis là pour les questions, mais essayez de débuter par la lecture. Ou la lecture des capsules, ou l'écoute des capsules. On continue avec GitHub. Okay, GitHub, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? Ça va nous permettre de partager le code pendant la session.
OK. GitHub permet de faire énormément de choses. On s'en sert chez Shopify pour partager du code entre développeurs, pour introduire du nouveau code où on peut commenter, faire un processus de revue du code. On peut créer des tags pour les différentes versions. On peut mettre en place des processus de déploiement automatisés, ce qu'on appelle CI/CD. On peut faire toutes sortes de choses avec GitHub. Mais pour le cours, on va faire une seule chose, c'est que moi, je vais vous partager du code à vous, donc moi vers vous. Il n'y aura pas de vous vers moi comme on ferait dans la vie réelle. On va s'en servir plus ou moins comme un Google Drive spécifique au code. OK? Il y aura deux répertoires GitHub importants. Le premier qui est spécifique à la session HEC-A 2024 et le deuxième qui est global. Je vais vous expliquer la différence dans le cadre de cette session-ci parce que j'ai essayé de simplifier les choses le plus possible. Alors, ce que j'ai fait pour le compte du cours HEC-A 2024, j'ai mis tout le code de départ, c'est-à-dire les fichiers de description d'exercice, description de démonstration. Les fichiers de départ, vous avez un certain squelette sur lequel vous allez construire. Moi, j'ai mis tout le matériel de départ, si bien que vous pouvez dès maintenant télécharger tout ce répertoire-là, aller le placer au bon endroit sur votre machine en vous fiant aux capsules ici sur les aspects logistiques. Après ça, le glisser dans votre Sublime en faisant comme je le montre dans les capsules. Et vous pouvez commencer à travailler dès maintenant. Il n'y aura rien qui va changer dans le matériel de départ. Vous allez l'éditer, le modifier au courant de la session, mais moi, je ne vais rien introduire. D'habitude, je fonctionne un peu différemment. Je donne un bloc à la fois. Mais là, je veux tout donner pour que vous le fassiez une seule fois et qu'on n'en parle plus, que ça soit le plus simple possible pour vous. Et là, si vous voulez savoir comment télécharger ça, exemple ici avec le download zip, vous savez comment faire. Vous allez voir les aspects logistiques. OK, mais tout le code de départ est disponible ici, HEC-A 2024, et ce lien-là est disponible, vous l'avez deviné, dans le matériel pédagogique du plan de cours, lien vers le compte GitHub du cours, HEC-A 2024. Maintenant, il y a un deuxième répertoire, qui est le répertoire global, dans lequel vous allez avoir des solutions. Si je prends un exemple, qui est cours 5, pendant la séance, je vais en prendre un au hasard, condition, l'exercice. Je vois ici que pour condition if-else exercice, j'ai non seulement les fichiers de départ, mais j'ai aussi les fichiers de solution. Ça, c'est sur le compte global, le compte Tech 4725. Pour le compte ici de la session, si je vais voir la même chose, condition if-else exercice, j'ai seulement mes fichiers de départ. Donc, je le répète une dernière fois, vous allez pouvoir télécharger tout le matériel de départ en utilisant ce que je vous dis dans les capsules. Démarrez quand vous le souhaitez et vous allez pouvoir comparer vos solutions avec les solutions sur le compte ici. Bien évidemment, ces solutions-là aux exercices, vous allez trouver toutes les vidéos nécessaires où j'y vais une étape à la fois. Je vous dis, ici, je mets telle ligne pour telle raison. Donc, tout ça, si vous êtes guidé, mais je vous encourage à les faire par vous-même et faire les exercices avant de consulter la solution. OK. Donc, ça, c'est GitHub. Ça, c'est bon. Ouais, ça se peut que ça prenne un certain temps là, avant de comprendre où aller et comment utiliser les liens, mais donnez-vous une chance. Dernier aspect logistique, si je me souviens bien, ouais. C'est MAMP et XAMPP. Donc, MAMP, c'est pour ceux sur Mac. Le M ici va vous aider à vous en souvenir. XAMPP, c'est pour ceux sur PC. Encore là, YouTube, allez voir les listes de lecture sur les aspects logistiques. C'est quoi ça, MAMP? C'est quoi ça, XAMPP? Ce sont des serveurs locaux que vous allez installer quand on va tomber à la portion back-end. Donc, cours 10, 11 et 12. Tout ce qui est front-end, HTML, CSS, JavaScript, notre navigateur sait comment lire ça. En fait, c'est ça le but du navigateur, c'est d'envoyer des requêtes, recevoir une réponse et construire la page web avec du HTML, du CSS, du JavaScript et ce qu'on appelle des assets, comme des images JPEG ou des choses comme ça. Okay? Par contre, quand on tombe à un langage back-end comme du PHP, du Python, du Ruby,
notre navigateur, comme Chrome, Safari, Firefox, ne sait pas quoi faire de ce code-là, qui n'est pas équipé pour lire du PHP pour parler avec la base de données MySQL. Donc ça, il y a un serveur qui, en général, vit en quelque part qui n'est pas sur notre machine. Ça peut être dans le cloud, ça peut être sur une place d'hébergement, peu importe. Ce serveur-là va recevoir une requête, va exécuter un script, par exemple un script Ruby, et va retourner une réponse au client qui a envoyé cette requête-là. Par contre, dans le cadre du cours de développement, et c'est la réalité même quand moi je travaille au quotidien, on va souvent se servir d'un serveur local qu'on installe sur notre propre machine. Alors, notre machine devient un serveur en même temps qu'elle est le client, ce qui nous permet d'avoir tout sur notre propre machine, d'avoir le client qui émet une requête à notre serveur, avoir un serveur qui sait comment lire du PHP, comment utiliser une base de données et qui sait aussi comment retourner une réponse à notre client. Quand je dis client, là, pour nous, ça va être le navigateur. Ici, MAMP sur Mac va nous donner accès à un serveur back-end qui est un serveur Apache qui connaît le PHP, on va dire ça comme ça, et un serveur MySQL pour la base de données. Donc, ces deux serveurs-là qui viennent ensemble dans MAMP et qui sont configurés de manière quasiment optimale. Et vous avez juste des petits ajustements à faire, mais qui vont déjà savoir comment se parler entre eux. Okay? Pour ça, allez voir les capsules sur les aspects logistiques. XAMPP, c'est la même chose, mais pour PC. Alors, il va avoir un serveur Apache qui sait comment interpréter du PHP. Il va avoir un serveur MySQL qui va venir aussi dans le bundle. Okay? Et ils vont déjà être en mesure de se parler entre eux. Vous allez juste avoir des petites configurations à faire aussi, de très, très légères. Donc, MAMP et XAMPP, ça sera nécessaire pour toute la séquence back-end. Je vous encourage à quand même faire l'installation bientôt. N'attendez pas rendu à la semaine du cours 10 ou à la semaine du cours 11. Ça va être trop tard. Okay? Ça va être stressant. Il s'agit qu'un bug est là. Après ça, vous prenez du retard ou ça devient moins propice pour votre apprentissage. Mention importante, vous allez devoir utiliser une machine sur laquelle vous avez les droits d'administration pour pouvoir installer et configurer les logiciels. Donc, je sais que des fois, des gens ont des ordinateurs de compagnie. C'est tout à fait correct, mais à condition que vous puissiez avoir les droits d'administration pour installer et configurer MAMP, par exemple. Une fois que c'est installé et configuré, c'est correct, pas besoin des droits. Donc, peut-être que votre équipe de TI, si c'est un ordinateur de job, va accepter de vous donner les droits temporaires pour faire cette manipulation-là. Et après ça, va vous les retirer parce qu'ils ne veulent pas vous laisser ce privilège d'administrateur-là. Ça peut fonctionner aussi. Par contre, si vous avez une machine de job et ils ne veulent pas vous donner les droits, vous devez considérer d'utiliser votre ordinateur personnel. OK, donc ça, c'est MAMP, c'est XAMPP. Je le répète encore une fois parce que c'est le début de la session, c'est normal si ce n'est pas clair. Mais pour plus d'infos, vous allez trouver ici MAMP, installation, MAMP, configuration et test pour Mac. Et vous allez trouver XAMPP, installation, XAMPP, configuration et test pour PC. Ça fait le tour des aspects logistiques. Il y en a quand même plusieurs. Donnez-vous la chance de débuter dès maintenant et de comprendre. C'est normal si c'est un peu intimidant. Et si vous voulez venir demain à l'atelier et me présenter ce que vous avez fait, dire, moi j'ai déjà téléchargé le GitHub, j'ai fait ci, j'ai fait ça, peux-tu me confirmer si ça marche bien? Parfait, venez demain, ça va me faire plaisir de regarder ça avec vous. Si vous voulez revenir je pense que c'est le 20 septembre, me montrer qu'est-ce que vous avez fait, je reste un petit peu tard pour Sublime et GitHub. Là, idéalement, faites-le avant ça, mais ça marche aussi. Je suis présent pour vous. Ça va me faire plaisir de regarder ça pendant les ateliers. La seule chose que je vais vous demander, c'est de faire qu'est-ce qui est possible avec les capsules. Okay, donc, je ne pourrai pas pendant les ateliers tout faire la configuration pour vous, mais ça va me faire plaisir de regarder ça, valider votre travail. OK, passons à la dernière petite portion pour aujourd'hui. C'est un aperçu très, très haut niveau des 3 tiers, okay, les 3 tiers d'une application web. Si vous ne voyez pas pourquoi on appelle ça un tiers, parce que moi, personnellement, quand j'ai commencé la programmation web, je ne comprenais pas pourquoi on appelait ça des tiers. C'est simplement la fraction. Okay. Un tiers, plus un autre tiers, plus un autre tiers,
est égal à une entité complète. C'est égal à 1. Alors, le tiers de présentation, qu'on va parfois appeler le front-end, c'est un mot qu'on utilise même en français, va être composé de 3 langages, le HTML, le CSS et le JavaScript. On en a brièvement parlé tout à l'heure et on va en reparler beaucoup plus en détail pendant la session. Le HTML permet de définir la structure de la page, les éléments. Donc, on peut penser à un titre, un paragraphe, une liste, une table, une image. Okay? Donc, il définit la structure, mais il ne définit pas son apparence. Le navigateur, par défaut, va donner une certaine apparence aux éléments, mais c'est une apparence très, très simple. Si ensuite on veut styliser les éléments, on va écrire du CSS et on va écrire des règles de style. Les fichiers CSS, on les appelle aussi des fichiers de style. Donc ça, c'est notre deuxième langage qui fait aussi partie du tiers de présentation. Et le troisième langage, c'est le JavaScript qui permet de définir l'interactivité entre les éléments, entre les composants. Okay. Ça va être le premier vrai langage de programmation qu'on va étudier pendant la session. Le HTML, c'est un langage de balisage. CSS, c'est un langage de style. Et le JavaScript, c'est un langage de programmation. Alors, on va avoir les construits typiques d'un langage de programmation, comme la condition, la boucle, les fonctions, des choses comme ça. Et on va pouvoir même écrire des algorithmes avec JavaScript. Ensuite, le deuxième tiers, c'est le tiers de la logique d'affaires, aussi appelé le tiers applicatif. On va souvent entendre le back-end. Et là, on a choisi pour le cours le PHP. On reparlera de ce choix-là au cours 10. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris Python ou pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris un langage statiquement typé comme C++ ou quelque chose comme ça. Donc, c'est le PHP. On aurait pu faire le cours en Python, comme je disais, Ruby, Java, autre chose. Vous voyez Java ici, ce n'est pas du tout la même chose que JavaScript. C'est quelque chose qui peut être mélangeant quand on débute en programmation, mais Java et JavaScript, deux langages complètement différents. Et qu'est-ce que ça fait le back-end? Okay, je vais le lire ici, c'est rare que je lis des diapos, mais là, ça va être clair. Ça effectue la coordination de l'application, la prise de décision, les calculs, gestion des requêtes et commandes. Permet de générer dynamiquement le contenu du tiers de présentation. La ligne entre le front-end et le back-end pour la génération dynamique est de plus en plus floue, surtout avec les nouvelles librairies. Les nouvelles sont pas si nouvelles, mais avec les librairies modernes comme React, Angular, Vue et autres. La génération dynamique du contenu se fait souvent dans le front-end aussi, ou dans un mélange des deux avec les applications qui sont d'abord rendues serveurs et hydratées. Okay, bien, tout ça pour dire, le back-end, il y a un rôle qui ne pourra jamais être rempli par le front-end. C'est la communication avec les bases de données. C'est aussi l'écriture des algorithmes qui doivent rester secrets. Okay? On ne veut pas exposer certaines de nos recettes magiques à nos clients. Donc, ces algorithmes-là qui sont notre propriété intellectuelle et qui doivent demeurer confidentiels vont vivre sur le back-end. On peut penser à des systèmes de paiement ou des systèmes d'authentification des utilisateurs. Donc ça doit vivre dans le back-end. Et comme je disais, ta communication avec la base de données, ça sera toujours fait à partir du serveur. On va en parler plus au bloc 3. Et finalement, notre troisième fraction, notre troisième tiers, le tiers des données. Et c'est là qu'on va stocker, mettre à jour, récupérer, supprimer nos données. Le langage le plus populaire pour ça, c'est le SQL. Ça, c'est vraiment un langage pour communiquer avec les bases de données. Par contre, il y a plusieurs technologies qui sont basées sur ce langage-là. Et celle que nous, on va utiliser, c'est MySQL ou MySQL, qui est aussi celle qu'on utilise chez Shopify. C'est vraiment un standard dans l'industrie. Dans le cadre du cours, vous n'aurez pas vous-même à écrire de SQL, comme des requêtes de sélection, d'insertion, suppression, des choses comme ça. Moi, je vais vous fournir les requêtes. Par contre, vous allez devoir apprendre à utiliser ces requêtes-là dans le contexte d'un back-end PHP. Donc, on a nos 3 tiers ensemble. On aura vraiment la chance d'entrer plus en détail. Je sais que la capsule vidéo va déjà être assez longue, donc je ne vais pas rendre ça plus long. Et après ça, dans la prochaine capsule, vous allez démarrer
avec quelque chose d'un peu plus concret. On va commencer à parler d'HTML, mais ça, je veux vous laisser écouter ça par vous-même à votre rythme dans la prochaine capsule. Donc, je termine cette capsule-ci à l'instant. Gardez en note vos questions. J'espère vous voir à l'atelier. Et puis sinon, mon courriel est toujours ouvert, ça va me faire plaisir. Donc, bienvenue encore dans le cours de développement d'applications web. On se reparle bientôt. Bonne journée!